Aujourd'hui, on va parler finance. On a vu combien gagnait un ingénieur dans l'un des podcasts précédents. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on fait de cet argent, comment l'investir, puisqu'il semblerait que ce serait mieux d'utiliser l'argent pour le sauvegarder pour le futur, pour assurer sa sécurité financière, que de le gaspiller à tout va. Et donc, comment investir sur soi? Est-ce que c'est vraiment bien, d'ailleurs, d'investir sur soi, d'investir dans quels outils financiers, les bases? Et c'est un sujet que Lucas voulait particulièrement faire. Moi, je suis plutôt du genre à avoir des règles assez basiques à ce niveau-là, mais je suis chaud pour parler de tous les sujets. Donc, allons-y. Investir quand on est ingénieur, comment ça se passe en pratique avec 10 ans d'expérience? Et Lucas, je pense que tu as plein d'idées, tu avais pas mal envie d'en parler de celui-là, donc vas-y, je te laisse guider le podcast. Ouais, j'avais envie d'en parler parce que j'ai fait un constat simple récemment qui est quand tu commences à générer un petit peu d'argent et que tu gardes ça sur ton compte en banque et que tu regardes les taux d'intérêt d'un livret par rapport à l'inflation, tu perds de l'argent. Donc je me suis dit, même si j'ai pas moi les moyens d'acheter des énormes, d'acheter une maison, d'acheter des trucs qui vont prendre énormément de valeur, c'est quand même dommage de perdre quand même de l'argent tous les ans à cause de l'inflation et des taux d'intérêt. Du coup, je suis parti de l'idée de, ok, il faut trouver un endroit où mettre mon argent pour pas qu'il perde en valeur. Ouais. Et donc j'ai fait des recherches, mais je suis un peu innocent dans le domaine. Je sais pas où aller. Mes parents n'étaient pas du genre à vouloir à énormément investir. J'ai pas eu des conseils, j'ai pas eu des banquiers dans ma famille, etc. Du coup, il me manquait un peu des notions financières pour savoir où placer mon argent. J'ai entendu parler de la bourse, j'ai entendu parler de plein de notions aussi sur les cryptos récemment qui ont été mis en avant, de l'or aussi, de placer pour rendre safe son argent. Il y a eu les dividendes, enfin plein de notions d'obligations, dividendes, même les collections. Il y en a qui achètent du vin, des montres, des voitures de collection pour que ça prenne en valeur. Il y a l'immobilier, mais ça, il faut avoir une plus grosse somme à mettre en jeu. Il y a des fonds d'investissement, des fonds de sécurité, les assurances vie, PEA, PEL, tout ça. Et je me suis dit, où donner de la tête, comment faire. En tant que jeune ingénieur, jeune étudiant comme moi, est-ce que c'est possible de commencer maintenant? Je pense que oui, parce que j'ai vu plein de gens autour de moi le faire. Et ensuite, c'est petit à petit dans sa carrière, comment on fait, comment on s'adapte à tout ce marché-là, que nous, en tant qu'ingénieurs, on ne connaît pas vraiment, parce qu'on est plutôt des techniciens, on n'a pas eu des notions de finance énormes. Moi, j'ai juste eu des cours de compta aux arts et métiers, et j'ai pas eu l'idée de placer mon argent, même si c'est des petites sommes par rapport à, voilà, à quelqu'un qui a 50 ans et qui gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Comment je fais, moi, actuellement, et comment ensuite un ingénieur peut faire dans sa carrière ensuite. Voilà, ça c'est la question générale du podcast. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par les bases? Mhm. Toi aussi, peut-être tu t'es posé cette question-là au début. Ouais. Et ensuite, peut-être on pourra développer sur l'investissement financier, l'investissement sur soi. Ouais, ouais. Euh, Il y a plusieurs notions là-dedans. Je pense que les bases de la base de la base, c'est quand. Déjà, il y a deux choses. Si tu es en dette, il faut payer tes dettes. Et si tu peux payer tes dettes, enfin, si tu as des dettes, essaie de payer celles avec le plus gros taux d'intérêt d'abord. Il y a deux stratégies. Soit on dit. Il y a deux stratégies typiques pour payer les dettes. La technique de la boule de neige, où tu vas payer les plus petites dettes tout de suite pour avoir le sentiment de réussir à en payer plein. Et en fait, après, tu vas t'attaquer aux dettes les plus grosses qui te restent. Ça, c'est pas forcément la meilleure mathématiquement, mais si ça te fait te sentir bien et que tu vois que tu arrives à progresser, que tu as 5 dettes, tu en payes 3 et tu n'en as plus que 2, très bien. La meilleure mathématiquement, c'est que tu payes les dettes avec le plus gros taux d'intérêt d'abord. Bon. Ouais. Une fois que tu as payé tes dettes, et en général, la dette étudiante d'ailleurs a un taux très très faible, donc ça compte quasiment pas. Tu peux, limite, il y a des gens qui la laissent derrière parce que tu peux presque placer de l'argent et te faire plus d'argent avec les taux d'intérêt que rembourser ta dette, donc ça, c'est la seule exception. Mais en général, les dettes, typiquement à la consommation, ont des taux d'élevés extrêmement élevés et donc il faut les payer le plus vite possible. Ça, c'est sur les dettes. Ça, c'est sur les dettes. Et, parce que c'est la première chose. Si tu n'as pas de dette, tu peux rien faire d'autre. Enfin, vraiment, il faut se focaliser là-dessus et essayer de gagner de l'argent pour rembourser tes dettes. Ouais. À part la dette étudiante qui potentiellement est différente. Ensuite, ou les prêts sur l'honneur, typiquement des Gazar, où il y a un taux d'intérêt à 0% que tu peux rembourser dans une time frame un peu plus longue parce qu'en fait, tu gagnes de l'argent à ne pas la rembourser. Enfin, à ne pas la rembourser en anticipé. Ensuite, il y a ok, je gagne de l'argent, qu'est-ce que je fais? Si tu n'arrives pas à économiser, déjà, il faut réussir à gagner plus. Donc ça, on renvoie sur le podcast rémunération, ici d'avoir des jobs, de monter en compétences pour pouvoir monter sur un plus haut niveau de salaire. Et enfin, quand on commence à gagner de l'argent et qu'on peut économiser, là, on peut se poser deux questions. La règle de base, comme a dit mon père, qui est très simple. Pour commencer,
quelle que soit la source de revenus que tu as, tu économises 10%. Déjà, tu fais ça, et ben en fait, ça te permet derrière d'avoir de quoi te payer un billet d'avion pour l'Australie, ce qui était mon cas, et d'avoir un peu de réserve, parce que même tous tes stages, tu mets 10% de côté, et c'est un très bon départ. Donc, tu vas me dire, très bien, j'ai mis 10% de côté, et là, tu te retrouves avec ce que tu as dit, où tu as l'argent sur un compte en banque, et tu vois qu'il se fait éroder, donc tu es déjà dans une bonne situation, tu arrives à économiser de l'argent, et tu en as trop, enfin trop qui ne fait rien, qui s'endort, entre guillemets. Là, le concept de base suivant, c'est le fonds d'urgence, qui est de dire bah, ce serait bien que tu puisses avoir entre 3 à 6 mois de dépenses en cash au cas où. Au cas où tu perds ton boulot, imagine tu casses les deux, tu te fais renverser par une bagnole, tu as les jambes cassées, un bras aussi, tu peux plus travailler. C'est horrible, mais le fait d'avoir un fonds d'urgence te permet de te dire bah, dans tous les cas, même si je suis à l'hôpital, je pourrais avoir de l'argent qui me servira à payer la nourriture, le logement pendant 6 mois. Bon, ça je le conseille, je le fais moi-même, j'ai mis quelques années avant de me le faire parce que c'est pas évident. Surtout quand on gagne pas beaucoup d'argent au départ, j'ai mis 2-3 ans à vraiment faire un fonds d'urgence complet. Et après ça, et je sais que ça fait beaucoup de et d'après on arrive, mais en vrai c'est la réalité quoi. Si vous avez beaucoup d'argent tout de suite, tant mieux, mais il y a des gens pour qui c'est pas le cas, donc faut avoir une base solide dans la pyramide quoi, avant d'aller jusqu'à des. C'est ça. Et ensuite les investissements financiers, on va imaginer maintenant qu'on a quelqu'un qui a un peu d'argent, peut-être quelques milliers d'euros, qui veut commencer ou quelques centaines, qui veut commencer à investir, qu'il a un peu d'un fonds d'urgence et qu'il a plus de dette. Bon, là il y a plusieurs choses différentes. En gros, tu as plusieurs options. Tu as des investissements financiers, tu as des investissements dans la pierre, et tu as tout ce qui est entreprise. Faire sa propre entreprise. Okay. Investissement financier, ça comprend ce que tu as dit, c'est-à-dire des actions, les cryptos, les collections différentes, des dividendes, des actions, des ETF. La pierre, c'est un super placement. Concrètement, je me donnerais un conseil à moi-même en retournant dans le temps, c'est essaie d'acheter dès que tu peux un truc le plus bas possible. En France, on a des taux fixes, ce qui est une aberration incroyable au niveau financier. C'est tellement un privilège, mais genre un privilège dont les Français n'ont aucune conscience. Mais c'est incroyable, vraiment. Vous allez partout ailleurs dans le monde, mais ça n'existe pas, quoi. C'est juste impensable. Vraiment, c'est un luxe, mais de malade mental. Donc avoir des taux fixes, c'est juste même élevé, c'est incroyable d'avoir des taux fixes. Donc tu sais combien. Enfin bref, c'est hallucinant. Vivant en Australie depuis 8 ans, si tu me donnes un taux fixe qui est 2 fois plus élevé que ce que tu avais en France, je dirais oui quasiment tout de suite. Enfin vraiment, on se rend même pas compte de la puissance et de l'intérêt que ça a. Donc investir dans de la pierre, c'est top pour plusieurs raisons. Mais au départ, on n'a pas assez pour ça. Donc on va se concentrer sur les placements financiers. Ça dépend de ce que tu vas faire comme pari. Si tu fais, en gros, un placement financier, ça a 2 caractéristiques principales. C'est le rendement et le risque. Et le risque, c'est la probabilité que tu perdes tout. Okay. Les cryptos, énorme rendement de potentiel, risque incroyable, tu peux tout perdre. Ouais. Si tu prends des dividendes, risque quasiment faible, quasiment nul, parce que tu détermines à l'avance combien tu vas gagner, mais rendement très faible. Bah oui, tu n'as pas beaucoup de risque, donc tu gagnes peu. Le conseil que moi je donnerais, et c'est la stratégie que je suis, qui est, par contre je suis un peu une stratégie de père de famille, c'est-à-dire que je prends pas de risque. Enfin, je prends un peu de risque, mais pas tant que ça. C'est, moi je me dis, je pense que le monde dans 30 ans il sera meilleur que maintenant. Je suis assez optimiste par rapport à ça. Je pense que la situation économique du monde sera meilleure. Et donc j'investis sur ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire des actions qui regroupent d'autres actions. Et en fait, c'est un portfolio des entreprises les plus performantes d'un pays. J'ai entendu parler de ça. Par exemple, tu peux acheter toute une part du CAC 40, par exemple. C'est ça. Ou du SDP 500. C'est ça, des indices des différents pays. Et donc moi, j'ai fait ça, mais j'en ai 4 principaux. Ouais. Et chacun, en fait, fait une région du monde. Donc en gros, mon pari, c'est que dans 30 ans, parce que je ne retirerai rien avant 30 ans, je ne regarde même pas les courses et je mets de l'argent un peu tous les mois. Et dans 30 ans, je me dis que il y aura l'état global du monde sera meilleur et que même si un de mes placements, par exemple au Japon, s'est effondré, bah, le placement aux États-Unis aura compensé. Et si les États-Unis sont effondrés, bah, j'aurai ce que j'ai fait en Chine qui aura plus pris. Et en gros, je me protège contre le risque géographique. En gros, tu penses que le monde entier monte un petit peu en valeur au total. Parce qu'en fait, si le monde n'est pas monté dans 30 ans, il y aura d'autres problèmes à se poser que cet argent que j'aurais mis en banque. Oui, c'est ça. Donc en fait, je m'en foutrais totalement à ce moment-là. Si on est en énorme récession, tout se casse la gueule, tu te poseras plus cette question-là, tu vois, ça sera il y aura d'autres problèmes à régler. C'est ça. Je vois. Ouais, ça et donc je me hedge contre ça. Et dans le même temps, je pars aussi du principe très mathématique que personne ne peut prévoir le futur. Que si quelqu'un vous dit ça, c'est un placement financier qui va marcher, c'est totalement faux. Enfin, sérieusement, c'est un charlatan absolu. Ceux qui disent ah j'ai réussi, j'ai fait des bons coups, bah oui, mais tu sais, tu prends 1000 chimpanzés, tu les fais tirer à la flèche sur une liste d'actions à faire, tu n'auras ou tu tires des pièces au sort.
bah forcément sur 1000 personnes, tu en auras une qui aura juste, même s'il aura fait les placements les plus fous du monde. Ça veut pas dire qu'il a raison, ça veut juste dire qu'il a eu de la chance. Et c'est comme de la loterie, hein, au bout du bout, tu perds. Hmm. Donc partant de ce principe-là, partant du principe que je ne peux pas prévoir le futur, bah autant parier juste, tu fais des paris avec lesquels tu es confortable. Et moi, c'est de me dire, vu l'avancée technologique, je pense que dans 30 ans, ça ira mieux. Et donc, je me dis, je mets de l'argent sur des ETF, sur plusieurs ETF qui font une répartition globale dans le monde. Ok. Et les taux ils sont assez faibles du coup avec les ETF comme c'est pas trop risqué. Bah, Par en fait, contre, si, tu gagnes sinon, quand même c'est plus des que actions, là. c'est plus que des dividendes. Mais Mm. et en vrai, non, c'est pas mal d'ailleurs, ça dépend. Ok. J'ai plus Tu sais c'est 42 grandeur. Non, je regarde pas en fait. Ok. Parce que c'est un pari à 30 ans, c'est pas un pari à 1 ou 2 ans. Hmm. C'est-à-dire quand il y a la crise, ce que je fais, c'est que j'achète plus parce que c'est moins cher. Ma strat, grosso modo, c'est. Je devrais investir un peu tous les mois, mais je le fais pas assez régulièrement. Mais dès que je vois des grands titres qui disent que tout s'écroule, je fais ah top, j'ai un peu d'argent, bah, je vais le mettre dans la bourse, dans les ETF, et je rachète. Ouais, bah, c'est là où ça coûte le moins cher et tu sais que ça va reprendre en valeur juste après. Donc, C'est ça. Donc pas mal de théories là-dessus, sur le nombre de jours que tu peux manquer, bref. Mais pour faire simple, moi c'est ma stratégie qui est pas risquée du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui achètent des stocks individuels, qui font des études, qui derrière revendent, qui font de la crypto. J'ai fait un peu de crypto. J'ai vu bon, j'ai fait x2, hein, mais en vrai, je me suis cassé parce que c'était beaucoup trop. émotionnellement, c'est dur à gérer la crypto aussi. Genre, du jour au lendemain, tu peux. Ton cœur il fait yo-yo si tu mets beaucoup d'argent. Quoi. Bah, si c'est émotionnel, en fait, si t'es émotionnel, déjà tu devrais pas faire parce que Ouais, c'est ça tu vas aussi. te faire baiser. Ça faudrait peut-être en parler, l'émotion que tu mets dans les finances, enfin dans Il l'investissement. n'y en a pas en fait. Si t'en Ouais. mets, tu vas te faire baiser. Enfin, Ouais, en gros, toi c'est émotion, cartésien, C'est des maths, mathématiques, tac, je mets. Il y a un pourcentage, tous les ans je prends ça, point barre. c'est ça. Ok. Et moi je regarde pas, ça descend, bah ok, je vois qu'il y a des trucs rouges, bah c'est pas grave. Ouais, De toute façon, c'est pour. c'est pas Je vais pas le casino, retirer, quoi. c'est dans 30 ans. Hmm. Ouais, non, mais. Donc c'est une stratégie qui est très chiante. C'est Hein. pas un jeu, hein, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, tu vas au casino et j'attends de voir si ça va monter, descendre et faire du trading en fait. Faut pas, je pense qu'il y a une comparaison. Enfin, il y en a dans la société, on pense trading, investissement, parfois ça se mélange un peu. Mais le trading, c'est une énorme connerie. Trading, il y a des gens qui font ça toute la journée, c'est des Non, mais tu perds. Ouais. Le trading, ils se font de l'argent avec les filles qui te prennent et c'est une énorme connerie. Enfin, sérieusement, si vous faites du trading, oui, bien sûr que là, il y a 1000 personnes qui regardent, il y en a 100 qui vont réussir, mais il y en a 900 qui vont perdre et c'est dommage. Hmm. Et ceux qui vont réussir, on en reparle dans 5 ans. Donc non, tu perds sur les filles et après, la seule façon de gagner, c'est d'avoir des informations privilégiées et ça devient illégal. Donc, mais c'est la seule vraie façon de gagner. Ouais. Si tu veux gagner, il faut tricher aux Ouais, actions. faut prévoir des choses qui sont connues de personne en fait et donc avoir des informations Ouais. secrètes quoi. C'est ça. Ok. Et, Et du ce coup, se font beaucoup de. Bon, pas des- mais il y a beaucoup de personnes qui font ça, on va dire. ouais. Bah, il y a des politiques lobbyistes qui mettent de l'argent dans des actions, dans des ETF, et parfois ils peuvent avoir mettre en place des lois, des textes qui vont faire chuter ou monter leurs choses, enfin leurs investissements, tu vois, et jouer là-dessus. Enfin, Étant donné mon travail, que je travaille pour le gouvernement australien, je ne me prononcerai pas sur ce sujet, mais c'est en effet ça peut c'est être en trop- effet une critique qui peut être lue dans certains magazines et qui, a priori, n'est pas dénuée de tout fondement et qui peut être intéressante à regarder. Mais je n'exprimerai pas de point de vue personnel là-dessus. D'accord. Est-ce que t'as que des ETF ou t'as aussi des entreprises Si j'avais pris une, bah, moi j'ai fait un truc de connard, hein, j'ai vu des trucs qui faisaient de l'argent, j'ai pris ce qui faisait de l'argent. C'est-à-dire un truc que je déteste, bah, je l'ai pris parce que ça faisait rapporter. C'est sur les jeux en ligne. Ok, Les casinos rapportent de l'argent, j'ai pris les trucs de casino parce que ça rapporte de l'argent. ok. C'est d'ailleurs le truc qui a le plus perdu en valeur depuis le début, donc tu vois, je me suis bien planté et je le garde parce que je le revendrai pas à 30 ans et je pense que ça ferait de l'argent à 30 ans. Mais je déteste ce truc-là, je trouve ça horrible. T'as pas besoin de croire vraiment à l'entreprise pour mettre de l'argent dedans. Enfin, en Non, tout non, cas, je pense que l'entreprise va faire beaucoup d'argent. Ouais. Mais je c'est déteste pas les ce valeurs qui. que tu partages. Non, absolument pas. Ouais. Ok. Je pense que la société se porterait mieux s'il n'y avait pas de casino. Hmm. Après, j'ai mis de l'argent dedans. Bon. Est-ce que c'est un paradoxe? Oui, est-ce que ça fait le moins connard? Peut-être, mais en tout cas, c'est juste. Voilà, je voulais tenter de mettre dans une entreprise, je me suis dit, tout le reste, j'ai aucune idée de ce qui fait. En fait, c'est simple, j'ai fait un truc de mathématiques. Hein. Toutes les entreprises, je n'ai aucune idée si elles vont faire de l'argent ou pas. EDF, Total, BP, Shell, j'en sais rien moi si le pétrole va monter ou descendre. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que c'est toujours le casino qui gagne. Et donc j'ai mis de l'argent dans un casino. Voilà. Mais il y a quand même des domaines où on peut se dire ça a une bonne portée, à l'avenir ça va bien. Typiquement la tech. Là, les entreprises de tech actuellement, elles sont au top. Enfin, tu dis ça, je le parle cours de de- Facebook a fait moins 75% sur les derniers mois.
Oui, mais si je prends l'ensemble des entreprises de tech, je pense Elles ont que des, on est tu grand. prends, il y a un mec qui a fait un. Comment ça s'appelle il y a un ETF qui a été fait là-dessus, il a perdu 80% de sa valeur sur la dernière année. Ouais, ah, j'étais pas au courant. D'accord. Donc en final, même les domaines qui sont censés être à la pointe actuellement, ou des choses Mais un qui domaine c'est sont bien, mais en d'avenir. fait, t'investis pas dans le domaine, t'investis dans les entreprises. Ouais, c'est ça. Donc, à moins que tu fasses justement un ETF qui fasse toutes les entreprises. Ah, mais toutes les entreprises représentent un peu le domaine, tu vois, non? Oui, mais à part ça, si tu fais une entreprise individuelle, tu t'en sais rien, ça peut descendre, ça peut monter. Ouais, ok. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant en fait, la prise de risque, tu la limites un maximum pour dormir tranquille. Après, j'ai des potes qui a fait, donc, qui était à Goldman Sachs, la banque, qui a fait plusieurs années chez eux, qui maintenant continue dans tout ce qui est haute fonction financière. Et je sais que pendant un certain temps, bah, elle s'amusait à lire tous les bilans, à vraiment faire des analyses hyper poussées d'entreprises, et à investir dans des entreprises individuelles. Et elle arrivait à avoir des bons coups, mais elle a fait 6 ans à Goldman Sachs, qui est la plus grosse banque d'investissement au monde. Elle est ultra solide, elle travaille comme pas possible. Et s'il y a une personne chez qui je me dis, bon, bah, elle peut potentiellement réussir, ce serait elle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ok. moi, pourtant j'ai des données financières. Hein. J'étais analyste financier à un moment donné, je travaille pour des grosses boîtes, je sais comment lire des papiers comme ça, mais je suis en mode j'en sais rien. En vrai, je n'ai aucune capacité. Enfin, la vérité, c'est que et comme tout le monde, en fait, comme 99,9% des gens, Hmm. tu penses être potentiellement être bon, mais en vrai, tu peux pas prévoir le futur. Et le problème, c'est que, imagine que tu fais plus 100%. Cool, tu as gagné 2 fois ta mise. Tu fais moins 100%, tu es à zéro, tu peux plus rejouer. Le problème, c'est pas combien de fois tu vas faire plus 100%, c'est que si tu fais une seule fois moins 50, tu perds la moitié. Donc, pour faire plus 100, pour, tu perds avec moins 50 autant que si tu fais plus 100. Donc, il faut être 2 fois meilleur. Hmm. Et c'est cette notion de quand tu reviens à zéro, t'as plus rien et c'est très très dur. Les pertes sont. Quel que soit ton niveau, tu fais moins 50, tu perds la moitié. C'est énorme. Enfin bref, c'est très très dur. Donc, moi, je prends pas de risque. Mais je ne dis pas que c'est la bonne stratégie. Faites ce que vous voulez, les gars. Ouais, ok. Donc la bourse, un autre domaine dans lequel tu conseilles d'investir. Est-ce que l'or en temps de crise, c'est quand même bien d'en avoir Aucune idée. physiquement ou numériquement? Aucune idée. D'accord. Après, je travaillé dans la mine d'or pendant 6 mois, hein, donc j'ai fait des papiers stratégiques sur l'or quand même. Mais la conclusion de tout ça, c'est que les mecs qui font les analyses, enfin, je faisais des analyses sur le cours de l'or, c'était similaire avec tous ceux des autres et personne n'en savait rien. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. D'accord. Ah ouais. Concrètement, voilà, et pour avoir travaillé dedans, moi j'investis pas dedans. Après, je sais qu'il y a beaucoup. Le seul avantage de l'or, c'était les pays comme l'Inde où ça reste la valeur refuge. Et donc, tu as une valeur pas intrinsèque, mais qui va rester par rapport aux usages d'autres pays, mais pas que la France. Ok. Mais je suis David et qu'il faut. C'est sympa quand tu as des gourous qui vont dire ouais, achète dans l'or et tu leur demandes combien ils en ont. J'en ai pas. Moi, je te dis fais ce que tu veux, mais j'ai pas d'or. Après, Ouais, ok. et je ne suis pas un conseiller financier, quoi que ce soit. Je suis juste une personne lambda. Ouais. Ok. Donc là, dans tout ce que je gagnerais par mois, donc tu dis 10% en investissement, Ouais. 10% full en bourse? Ou Non, non, tu fais 10% en cash jusqu'à avoir ton fonds d'urgence. Et après, tu fais un split de répartition comme tu veux. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant. Moi, sur ce que j'ai, pour être transparent, parce que c'est le but, hein, c'est de l'être. Ouais. Euh, j'ai une répartition beaucoup trop en cash en ce moment, mais parce que c'est d'économiser, parce que j'aimerais acheter un bien immobilier. Et donc, je dois avoir 75% en cash et 25% en bourse. Mais sachant que mon but, c'est de ne pas retirer ce qui est en bourse. Donc, je dois monter ma proportion en cash si je veux acheter de l'immobilier. Ok. Je vois, je vois. Donc, mais avant, j'étais plutôt à 50-50, on va dire. J'étais 50 cash, 50, ce qui est trop haut, hein, ce qui reste trop haut, mais bon, je me disais, je préfère avoir du cash pour être capable d'investir à un moment donné. Ouais, c'est mettre l'apport qu'il faut. C'est ça, c'est une opportunité, être capable de mettre du cash à ce moment-là dedans. Ok, ok. Je vois très bien. Voilà. Bon, après, Ok, oui, ouais, j'ai un clair. PEL en France et machin, mais c'est tout petit, et en fait, je préférais ne pas les avoir maintenant parce que c'est des contraintes réglementaires qui sont reloues. Ok. Tu t'y connais en assurance vie ou pas? Pas du tout. J'en ai une en France, mais pareil, ce sera à refaire. Je me focaliserai sur avoir du cash pour pouvoir investir dans de la pierre Ok. et voilà, j'en ferai plus si c'était à refaire parce que Ouais. c'est trop de contraintes. J'aime bien les systèmes qui sont très simples et robustes Hmm. et avoir des trucs qui sont régulés par l'État, c'est cool. Tu peux faire il y a des bonnes opportunités à prendre, mais je suis pas assez dedans. Il faut être dedans tout le temps, quoi. Si tu veux faire une opportunité, la saisir, faut que tu te renseignes, que tu sois au taquet, que tu restes au courant de ça. Genre, c'est comme les cryptos, quand tu achètes une crypto, si tu fais un pari sur le court terme, tu commences à regarder tout le temps les cours, il faut être renseigné, et c'est cool, mais ça te fait une pression en plus. Soit tu fais de l'argent avec, soit t'en fais pas, et dans ce cas-là, bah,
Ou si tu veux être que moyennement impliqué, je conseille de pas forcément être rester dedans tout le temps parce que c'est une énorme prise. Et il y a quand même un problème avec la pierre, c'est l'entretien quand même, ça te prend du temps. Si c'est ton logement, ça va. Oui, mais ça s'apprécie de 7 à 8% par an en vrai. Ouais. Oui, c'est un coût, mais non, mais c'est l'inverse. Enfin bref, il y a différentes écoles. Soit tu prends ton logement principal, mais en France, incroyable avec les taux fixes. De toute façon, les taux fixes, Ouais. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est. On retiendra ça, c'est du... Ah non, non, mais c'est juste un scandale. Enfin, le fait qu'on ait des taux fixes, c'est tellement un privilège, mais incroyable. Ouais. Incroyable. Ah non, je reviens en France, en 3 mois, j'ai acheté quelque chose. Ah, mais c'est à 100%. Ok. Ici, les problèmes de quoi faire des prêts à distance quand tu es payé dans une monnaie, c'est très dur d'avoir un prêt en euros quand tu es payé en dollars australiens. Très, 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 très dur. Ok. Faudrait que j'ai 50% d'apport, plus de 50% d'apport. Ah oui, c'est normal. Oh non, c'est énorme. Mais Ok. non, c'est incroyable. Du coup, ouais, là sur la pierre, si c'est ton logement perso, ça va. Et si- non, ça dépend. Il y Si a tu différentes dois écoles. prendre d'autres. Il y en a qui disent qu'il faut faire de l'achat immobilier locatif. Je suis pas forcément, je suis pas expert là-dedans. Donc, Ouais, ok. Ok. ça dépend de ta situation, de combien d'argent tu as, c'est quoi ta vision sur le long terme. Ok. Et encore dans les investissements financiers, les collections, t'en penses quoi? C'est un peu un moyen de te faire plaisir et de te faire prendre de la valeur aussi. C'est un truc de gens très riches. Les Cool. montres, machin. C'est un truc de gens qui s'y connaissent énormément et c'est de la loterie, donc tu gagnes, tu perds, en fait, t'en sais rien en avance. Ceux qui vont savoir. Soit t'es expert et tu fais que ça et tu t'y connais, soit bah, tu vas finir par. Ceux qui gagnent plus que ceux qui perdent, ils vont le dire et ils vont dire ah, regardez, j'ai gagné, tu crois que c'est bien, et tous ceux qui perdent plus, ils vont pas te le dire, donc tu le sauras pas. Donc je pense que c'est une martingale aussi Ok. que ça. Tu vas gagner jusqu'au moment où ça va s'écrouler, là t'auras plus rien, enfin t'auras plus que 20% de ta valeur et c'est dommage quoi. Ok, ok. Ou bien t'es très très riche et là, à part Ou sinon, t'as le temps d'étudier comme ta pote de Goldman Sachs, tu vois. Ouais, le vrai intérêt des collections, et notamment de l'art, c'est les loopholes au niveau de. C'est les trous pour faire pas d'évasion, pour faire l'optimisation fiscale. Le vrai intérêt de l'art et des collections, c'est de faire l'optimisation fiscale. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est les seuls qui font vraiment de l'argent, c'est ceux qui font l'optimisation fiscale avec. Donc si vous n'avez pas assez d'argent pour comprendre de comment on pourrait utiliser pour faire l'optimisation fiscale, Ouais. vous n'êtes pas dans la catégorie qui peut Pas l'utiliser. commencer par ça. Non, mais par contre, clairement, tu me dis, Thomas, on te donne 50 millions, tu fais quoi? Là, je te dis, bah, je vais m'acheter un ou deux trucs en pierre, mettre une partie dans la bourse, et après, on va peut-être mettre 5 ou 10 millions, et on va regarder s'il n'y a pas de l'art qui peut être intéressant. Parce qu'il y a des trucs, il y a des combines vachement bien pour gens très très riches, mais c'est même. Ouais. Enfin, il faut gagner, c'est inaccessible, c'est inaccessible. C'est autre chose. Ok. Ouais. Très bien. Sur cette partie-là, sur l'investissement financier, dans le fait d'investir, il y a quand même un terme, enfin une partie qu'on peut négliger, c'est aussi investir sur soi-même, sur sa formation personnelle, sur son bien-être. En gros, j'avais lu une étude comme quoi que si tu investis tout ton argent très bien dans des placements et qui te rapportent énormément d'argent, top. Mais si toi à côté tu vis mal et en plus que de tout ça, genre tu te sens pas à l'aise, machin, tu te sens pas formé. Typiquement, il y en a qui mettent de l'argent pour apprendre une langue, pour acheter plein de bouquins, pour avoir des formations. C'est des choses que tu fais toi, que tu recommandes. L'investissement dans cette partie-là. Alors, il y a deux choses. Alors oui, investir sur soi, c'est cool. Mm. Il y a juste un travers que je vois sur YouTube et dans les médias, c'est oui, c'est développement personnel et c'est aussi tous les coachs qui vont te vendre des formations vont te dire oui, investis sur toi, prends du coaching, moi je l'ai fait, ça va marcher. Alors qu'en fait, c'est pas ça le vrai facteur qui va faire que tu vas réussir ou non. Ouais. Et donc quelqu'un qui te dit investir sur toi, ça va, t'inquiète pas, tu vas avoir un 10x, telle fois le retour sur investissement. C'est ça. Faites très gaffe les gars, ils essaient de vous la mettre à l'envers. Si quelqu'un vous vend quelque chose et qu'il vous le dit pas de façon ouverte, il veut vous la mettre à l'envers. Mm. Donc c'est le gros problème que je vois avec ça. Par exemple, quelqu'un qui te dit non, mais prends un coach sportif, c'est 100 € par mois, mais tu vas le voir sur plusieurs. Il y a un vrai intérêt à apprendre à s'investir financièrement. En fait, on va le dire différemment. Faisons un jeu d'esprit. Ok. Imagine que je te donne un papier et que je te donne la liste des dépenses de quelqu'un. Et que tu vois dans sa liste de dépenses qu'il va au McDo tous les jours, que tu vois qu'il n'y a aucune dépense sûrement de sport, tu vois qu'il n'y a aucune dépense, t'as pas de livre, t'as que de la malbouffe et qui va au casino tous les 2-3 jours et peut-être des jeux vidéo par-ci par-là. Qu'est-ce que tu peux imaginer de cette personne? À quoi tu t'attends à ce qu'elle ressemble? J'ai des impressions assez négatives. Je me dis qu'elle reste chez elle à prendre du poids, et tu vois qu'elle prend pas soin d'elle, tu vois. Ouais, et en fait, quand tu te dis ça, quand tu te fais ce petit jeu, tu dis maintenant, ok. Et moi, mes dépenses, elles disent quoi de moi? L'argent que tu dépenses, ça représente quelles sont tes valeurs et tes priorités dans la vie. Tu peux dire, non, mais j'ai jamais pensé ça comme ça. Bah oui, justement. Il est peut-être temps d'y penser comme ça.
la façon dont tu dépenses ton argent, ça représente la façon dont tu veux vivre ta vie. Euh, Si tu es un fanat de sport monstrueux, moi par exemple avec le surf, et que tu te dis pas, on est, bah ouais, je vais m'acheter des bonnes planches, je vais m'acheter un bon leash, ou pour prendre une image peut-être qui est plus courante pour tout le monde, si tu utilises tout le temps ton téléphone et que tu n'as pas un bon téléphone, alors que tu peux te permettre d'avoir un bon téléphone qui te rendra la vie plus facile, pourquoi? Alors je ne dis pas d'acheter le meilleur téléphone, c'est pas ça le sujet. Mais si tu passes ta vie sur ton ordi, pourquoi tu n'aurais pas un bon ordi? Pourquoi tu ne ferais pas un investissement justement de 1000-1500 balles pour que tu aies le meilleur ordi possible? Voilà, donc investir sur soi, oui, si tu veux faire de la peinture et que tu n'as fait aucune dépense en peinture, tu peux apprendre, mais pourquoi pas avoir, je sais pas, si tu peux te le permettre, avoir quelques bons pinceaux, faire un cours chez un prof, si tu veux faire du sport et te maintenir fit. Ben oui, avoir un coach sportif, ça peut être une super bonne idée. En plus, ça te fait un engagement vers quelqu'un d'autre, tu mets de l'argent, donc tu as envie d'y aller. C'est une sorte de, c'est une façon de se conditionner soi-même, de se formater soi-même à y aller, se forcer à y aller. Donc il y a des très bonnes raisons d'investir sur soi. Et je pense qu'il faut le faire. Mais je pense qu'il faut faire très attention à ceux qui disent investissez sur vous pour vous former, achetez mon truc. Il faut être cohérent en fait, voilà. en fonction de ce que tu veux. C'est ça, mais être cohérent et investir sur toi, c'est une très très bonne idée si tu le fais avec parcimonie et en te disant voilà, cet exercice il est très bien. Regarde ce que tu dépenses et demande-toi est-ce que ça correspond aux dépenses de la personne que j'aimerais être? Okay. Alors attention, il ne faut pas non plus dire j'aimerais être riche donc je vais dépenser beaucoup, c'est pas ça le sujet. C'est juste... Ça me donne envie de lire des comptes bancaires et voir qui sont les gens, deviner, tu sais, ça limite un jeu, tu vois, qui es-tu à travers tes dépenses. Là tu prends 10 youtubeurs, tu prends leur compte bancaire et il faut deviner qui est qui grâce aux dépenses que tu fais. C'est exactement ça. Ah c'était marrant. Ouais, d'accord, donc l'investissement sur soi. Toi, tu as des exemples personnels d'investissement sur toi? Je sais que... Oui, mon ordi, il est très bien. Alors, c'est pas un Mac comme celui que tu as, mais, parce que je suis pas Mac, mais c'est un ordi qui est exactement ce que je veux au niveau fonctionnel. Et j'ai dû mettre peut-être 1000 euros dedans, tu vois. Ce qui pour moi me paraît beaucoup pour un ordi. Enfin, je sais qu'il y a des gens, ils prennent des produits qui sont beaucoup plus chers, mais c'est quand même ça. Oui, personnellement, j'ai mis pas mal d'argent dans mon ordinateur parce que je sais que je passais beaucoup de temps dessus et que ça me sert pour tout en fait. Pour mes études, pour ma chaîne YouTube, d'un point de vue perso, même pour regarder des films, des séries. Genre, je pense que je passe bien 8 à 10 heures par jour sur mon ordinateur. Et ouais, j'ai mis plus de 3000 euros dans mon ordinateur. Voilà, donc c'est un investissement aussi et je m'en suis rendu compte que ça vaut le coup parce que je passe beaucoup de temps dessus et c'est une grosse valeur ajoutée sur le long terme en plus. Enfin, voilà. Alors après, il y a un truc que je déteste, c'est le terme investissement en fait pour ça. C'est pas vrai, c'est pas un investissement que d'avoir un ordinateur. C'est une dépense. Et c'est important de faire la différence parce que le terme investissement est galvaudé. Une dépense, je vais jamais gagner d'argent avec mon ordinateur en tant que tel, c'est avec ce que je vais faire dessus sûrement. Mais je dépense de l'argent en accord avec mes valeurs et mes priorités. Okay. Mais un investissement, la vraie définition, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Donc non, un ordi n'est pas une dépense, n'est pas un investissement, c'est une dépense. Mais ce sont des dépenses judicieuses. Okay. Des actions, ce sont des investissements parce que tu espères avoir une rentabilité financière derrière. La pierre, ça peut plus ou moins l'être, c'est débattable sur ta résidence principale parce que tu perds de l'argent ou sur du locatif. Bon, la résidence principale étant un sujet à part, on pourrait en débattre. Mais du locatif, c'est un investissement. Mais un ordinateur, des planches de surf, le fait que j'aille me faire plaisir, un coach sportif, ce ne sont... Un coach sportif, on peut dire que c'est un investissement sur ton corps, mais c'est des dépenses raisonnables, pertinentes, que tu devrais faire, recommandables, mais ça reste des dépenses. Parce qu'après, le terme dépense peut être un peu négatif de temps en temps. Oui, c'est des dépenses positives, enfin, dans le bon sens. Des dépenses justifiées et justifiables. Ouais. Mais utiliser le terme investissement à tort et à travers, je pense que c'est une erreur. Ok, très bien. Parce qu'en fait, tu te mens à toi-même dans ce cas-là. Un ordi, ça te coûte de l'argent, il ne t'en rapporte pas. Non, c'est bien que tu dis ça. Ouais. Donc c'est une dépense. Mais c'est pas grave que ce soit une dépense, c'est bien que ce soit une dépense. Tu vois, c'est comme les échecs. Si tu es à l'aise avec le mot échec, le fait d'échouer, c'est beaucoup plus simple. Parce que comme ça, tu as une palette beaucoup plus large d'actions que tu peux faire. Ouais. Et là, si je suis à l'aise avec le fait de dépenser de l'argent pour moi, c'est cool. Ouais. On en revient au sujet dont on parlait tout à l'heure en off, qui est que la pensée conditionne... Enfin, la langue conditionne un peu la pensée. Et en fait, là, en utilisant le mot dépense plutôt qu'investissement, tu te rends compte que, ok, bah, j'ai vraiment dépensé, j'ai mis de l'argent, j'en attends pas forcément quelque chose, parce que sans faire de travail ou passer du temps sur mon ordinateur tout seul fait rien, en fait, concrètement. Et ça veut dire que moi, personnellement, je dois m'investir sur cet ordinateur, l'utiliser, et parfois on dit, ouais, j'ai rentabilisé mon PC et tout. Le terme rentabiliser revient souvent un petit peu aux dépenses, tu vois, c'est un peu particulier, c'est border comme... Ouais, mais pour revenir sur un truc qui est bien par rapport aux dépenses, notamment dépenses
par rapport au corps et à l'esprit, à la nourriture et au sport. Au bout du bout, on est ce que l'on mange. C'est pas de moi, c'est aussi mon père qui me l'a dit celui-là. C'est notre corps transforme tout ce qu'on mange pour ensuite être qui on est. Et donc, si tu manges de la merde, tu seras de la merde. Voilà. Donc, si on a l'opportunité, et ça, tu me demandais dans quoi j'ai investi, mais c'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. Ouais. J'achète des produits de meilleure qualité. Perso, ça me fait chier intrinsèquement parce que quand j'étais jeune, j'étais très à l'aise à manger des pâtes et du thon là, et du maïs et d'aller surfer et de manger vraiment le pain le plus bas de gamme et vraiment d'être dans le truc les moins chers. Mais si tu peux te permettre d'avoir un revenu un peu, justement, où tu peux te permettre d'acheter des choses plus chères, de la viande de meilleure qualité ou du poisson, enfin des produits de meilleure qualité qui sont plus nutritifs, qui ont plus de goût, qui t'apportent plus, je pense que c'est une dépense raisonnable parce que on est ce que l'on mange au final. Ouais. Sans a priori négatif sur toute personne qui ne peut pas se le permettre. Hein. C'est plutôt, si on peut le faire, autant. Et voilà, le but c'est de faire des conseils, d'aider des jeunes ingénieurs qui se posent des questions pour eux-mêmes. Hein. C'est pas du tout d'avoir un point de vue négatif sur personne, il n'y a absolument pas les gars. Hein. Et j'aime bien cette mentalité parce que ça me fait penser au flexitarisme. Je ne sais pas si tu connais ce courant de pensée, qui est de moins dépenser mais mieux dépenser. Typiquement, au lieu de prendre un steak haché bas de gamme tous les jours, je prends une belle pièce du boucher une fois par semaine. Et en fait, ça marche dans beaucoup de sujets, ça marche aussi dans les habits. Plutôt que prendre de la fast fashion avec des marques comme Shein, c'est une marque chinoise qui vend des t-shirts à 5 € et qui est extrêmement répandue en France actuellement. Au lieu de faire ça, allez plutôt prendre un vêtement un peu plus cher et qui me dure plusieurs années. Et en fait, tout ce que tu dis là, c'est mieux le faire, moins le faire peut-être, mais mieux le faire. Mieux le faire. Ouais. Après, moins ceux qui décident. Ouais, c'est ça. Du coup, si tu peux te permettre de mieux, souvent c'est un peu mettre plus d'argent. Et donc là, c'est de l'investissement encore sur soi et c'est une dépense sur soi. Dépense sur soi. Lapsus. Très bien. Non, en vrai, sujet très intéressant. Je te remercie Thomas sur ces sujets-là. Est-ce que tu voulais apporter une dernière remarque sur l'investissement, sur qu'il soit, donc, pour rappel, on a parlé des bases, de l'investissement financier, l'investissement de la dépense personnelle. Essayer de gagner plus, parce qu'au bout du bout, non mais sérieusement, on parle toujours du fait qu'on dépense, on ne veut pas dépenser trop. Il y a un biais à la perte, une aversion à la perte naturelle chez les êtres humains. C'est-à-dire que tu vas plus avoir d'émotions négatives au fait de perdre 10 € que d'émotions positives au fait d'en gagner 10. C'est très bien de minimiser ses dépenses, il n'y a aucun problème. Mais si tu peux gagner vraiment beaucoup plus parce que tu fais des bons choix stratégiques, vas-y quoi. Donc des fois, c'est bien de se focaliser sur les dépenses. Mais c'est aussi bien de se focaliser sur comment vraiment augmenter, surtout quand tu es ingénieur et que tu peux te permettre d'être dans les carrières où il y a une marge de progression énorme. Focalise-toi sur tes compétences, travaille pour vraiment devenir meilleur, l'un des meilleurs dans ta catégorie. Et tu verras que si tu gagnes vraiment plus, tu auras beaucoup moins de problèmes à gérer les dépenses. Ouais. Ça paraît super simple, mais ça l'est. Donc je vous souhaite à tous de réussir justement à gagner le plus possible. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos sur comment trouver un meilleur travail avec le CV, l'entretien, etc. C'est pour donner les outils pour ça, mais j'y crois vraiment. C'est aussi un peu le but de la chaîne, c'est de permettre aux gens d'avoir une meilleure carrière. Je pense que c'est fondamental dans une vie. Puis n'oubliez pas, il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi ce que vous voulez faire, pourquoi vous le faites, et pas que l'argent. C'est cool l'argent, mais quand on meurt, leur argent on ne l'amène pas dans sa tombe. Donc faites un truc qui vous rende libre si vous voulez, mais restez pas par rapport à votre projet. Ouais, c'est une très belle conclusion, je pense. Merci, et pour un autre épisode du podcast Discussion d'ingénieurs, il y en a un qui s'affiche à l'écran. Merci, très bonne journée à vous.